Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Tout était sans dessus-dessous dans la maison des Oblonsky. La femme avait découvert que son mari avait une liaison avec leur ancienne gouvernante française et lui avait déclaré qu'elle ne pouvait plus vivre sous le même toit que lui. Il y avait déjà 2 jours que cette situation se prolongeait, et elle se faisait cruellement sentir aux époux, à tous les membres de la famille et aux domestiques. Tous sentaient qu'ils n'avaient plus de raison d'habiter ensemble, et que des personnes réunies par hasard dans la première auberge venue avaient plus de liens entre eux qu'ils n'en avaient eux-mêmes. La femme ne sortait plus de son appartement. Le mari était absent depuis 2 jours. Les enfants erraient dans toute la maison et semblaient abandonnés. La nurse anglaise s'était disputée avec la femme de charge et avait écrit à une amie de lui chercher une autre place. Le cuisinier était sorti la veille au moment du dîner. La fille de cuisine et le cocher demandaient leur compte. Le surlendemain de la querelle, le prince Stepan Arkadievitch Oblonsky, Stiva, ainsi qu'on l'appelait dans le monde, se réveilla à l'heure habituelle, c'est-à-dire 8 heures du matin, non dans la chambre de sa femme, mais sur le divan de cuir de son cabinet. Il retourna son corps pesant et bien nourri sur des ressorts du divan, comme s'il voulait se rendormir, entoura son oreiller dans ses bras et y appuya sa joue. Mais soudain, il se redressa, s'assit et ouvrit les yeux. Oui, oui, comment était-ce, songeait-il, en cherchant à se rappeler son rêve. Comment était-ce donc? Ah, Alabine donnait un dîner à Darmstadt. Non, c'était pas Darmstadt, mais quelque chose d'américain. C'est cela, Darmstadt était en Amérique. Alabine donnait un dîner sur des tables de verre et les tables chantaient Il mio tesoro et une autre chanson plus jolie, et il y avait des petites carafes qui étaient des femmes. Les yeux de Stepan Arkadievitch se mirent à briller gaiement, et il s'absorba dans sa rêverie, le sourire aux lèvres. Oui, c'était bien, très bien. Il avait encore là-bas beaucoup d'autres choses fort agréables, mais cela ne peut s'exprimer ni par la parole, ni par la pensée. Et cela ne peut même pas se définir une fois qu'on est réveillé. Puis, remarquant le rayon de lumière qui pénétrait obliquement derrière un des rideaux de drap, il posa vivement les pieds à terre et chercha les pantoufles de maroquin brodées d'or dont sa femme lui avait fait cadeau l'année dernière, pour son anniversaire. Ensuite, fidèle à une habitude de 9 ans, il tendit le bras sans se lever vers l'endroit où pendait sa robe de chambre. Ce fut alors qu'il se rappela subitement comment et pourquoi il n'était pas dans la chambre de sa femme. Le sourire s'envola de ses lèvres, et il fronça les sourcils. « Ah, ah, ah » marmonna-t-il en se rappelant tout ce qu'il s'était passé. Et son imagination lui présenta à nouveau tous les détails de sa querelle avec sa femme, sa position sans issue et sa propre faute, plus torturante que tout le reste. Non, elle ne me pardonnera pas. Elle ne peut pas me pardonner. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que je suis la cause de tout. Tout est de ma faute. Et pourtant je ne suis pas coupable. C'est là tout le drame, songeait-il. Ah, ah, se lamentait-il, au désespoir, en se remémorant les détails les plus pénibles de cette dispute. C'était la première minute qui avait été la plus désagréable. Rentrant du théâtre, gai et content, une énorme poire à la main pour sa femme. Il ne l'avait pas trouvée au salon. À son étonnement, elle n'était pas non plus dans son cabinet. Enfin, il l'avait rejointe dans sa chambre à coucher, tenant à la main le malheureux billet qui lui avait tout découvert. Cette Dolly, éternellement soucieuse et affairée, et qu'il jugeait si peu pénétrante, était assise sans bouger, le billet entre les doigts, et le regardait avec une expression d'horreur, de désespoir et de courroux. « Qu'est-ce que c'est que cela ? Cela ?» lui avait-elle demandé en lui montrant le papier. À se souvenir, et il en est souvent ainsi, ce n'était pas tant le fait en lui-même qui tourmentait Stepan Arkadievitch que la façon dont il avait répondu à sa femme. Il lui était arrivé à cet instant ce qui arrive aux gens qui sont brusquement impliqués dans une vilaine affaire. Il n'avait pas su se composer un visage conforme à sa situation après la découverte de sa faute. Au lieu de s'offenser,
de nier, de se disculper, de demander pardon ou même de rester indifférent. Tout aurait mieux valu. Son visage, involontairement, réflexe cérébral, avait songé Stepan Arcadievitch, qui aimait la physiologie. Tout à fait involontairement, avait pris son air souriant, habituel, bonasse et stupide en l'occurrence. Il ne pouvait se pardonner ce sourire niais. En l'apercevant, Dolly avait tressailli comme sous l'effet d'une souffrance physique, cédant à son emportement. Elle avait déversé un flot de paroles implacables et quitté la pièce en courant. Depuis lors, elle avait refusé de voir son mari. C'est ce sourire stupide qui est cause de tout, songeait Stepan Arcadievitch. Mais que faire? Que faire? Répétait-il avec désespoir, et il ne trouvait pas de réponse. Chapitre 2. Stepan Arcadievitch était sincère avec lui-même. Il ne pouvait se leurrer au point de se convaincre qu'il se repentait de son acte. Un bel homme de 34 ans, sensuel comme il était, ne pouvait pas se repentir de n'être plus amoureux de sa femme, mère de 7 enfants, dont 5 vivants, et d'un an seulement plus jeune que lui. Il regrettait seulement de n'avoir pas su mieux se cacher d'elle, mais il sentait toute la gravité de la situation, et avait pitié de Dolly, de ses enfants et de lui-même. Peut-être aurait-il mieux su dissimuler ses infidélités s'il avait pu deviner l'effet que cette nouvelle produirait sur sa femme. Jamais il n'y avait songé avec précision, mais il s'imaginait confusément que son épouse avait deviné depuis longtemps qu'il lui était infidèle et qu'elle fermait les yeux. Il trouvait même que cette femme fatiguée, vieillie, qui avait perdu sa beauté, ne possédait aucune qualité marquante et n'était rien d'autre qu'une bonne mère de famille, aurait dû, par un sentiment de justice, se montrer indulgente. Il en allait tout autrement. « Ah, c'est terrible, se répétait Stepan Arcadievitch, sans pouvoir trouver de solution. Tout allait si bien, nous menions une vie si bonne. Elle était satisfaite, heureuse avec les enfants, je ne la gênais en rien, je lui laissais faire tout ce qu'elle voulait à la maison. Il est vrai qu'il est regrettable qu'elle ait été gouvernante chez nous, c'est très regrettable. Il y a quelque chose de trivial, de vulgaire à faire la cour à la gouvernante de ses enfants. Mais quelle gouvernante? Il se rappela avec netteté les yeux noirs et fripons, et le sourire de mademoiselle Rolande. Et tant qu'elle a habité chez nous, je ne me suis rien permis. Et le pire, c'est qu'elle... C'est comme un fait exprès. Hélas, mais que faire? Que faire? Il n'y avait pas de réponse, sinon cette réponse générale que donne la vie aux problèmes les plus complexes et les plus insolubles. Il fallait vivre au jour le jour. Oublier. On ne pouvait trouver l'oubli dans le sommeil, du moins jusqu'à la nuit. On ne pouvait retourner à cette musique que chantaient les femmes carafes, alors il fallait se laisser étourdir par le rêve de la vie. Nous verrons, se dit Stepan Arcadievitch. Il se leva, enfila sa robe de chambre grise doublée de soie bleu pâle, en noua la cordelière, aspira l'air à plein poumon dans sa large poitrine et de son pas alerte et léger pour sa corpulence, les pieds en dehors, il s'approcha de la fenêtre, releva le store et sonna bruyamment. Aussitôt, le valet de chambre, Matvei, un vieil ami, entra, portant les vêtements et les bottes de son maître et un télégramme. À sa suite vint le barbier avec sa trousse. « Est-il des papiers du bureau ?» demanda Stepan Arcadievitch en prenant le télégramme et en s'asseyant devant le miroir. « Ils sont sur la table, » répondit Matvei, en jetant à son maître un coup d'œil interrogateur et plein de sympathie. Il attendit un instant et ajouta avec un sourire malicieux. « On est venu de chez le loueur de voitures. » Stepan Arcadievitch ne répondit pas et se contenta de regarder Matvei dans le miroir. Le regard qu'ils échangèrent montrait à quel point ils se comprenaient. « Pourquoi me dis-tu cela ?»« Tu sais bien à quoi t'en tenir ?» semblait demander Stepan Arcadievitch. Matvei mit ses mains dans les poches de sa jaquette, écarta les pieds et, sans dire mot, avec un sourire imperceptible, arrêta sur son maître un regard amical. « Je leur ai dit de venir dimanche, et de ne pas vous déranger inutilement d'ici là, dit-il. La phrase était visiblement préparée. Stepan Arcadievitch
comprit que Matvei voulait plaisanter et attirer l'attention sur lui. Il ouvrit le télégramme, le parcourut, rétablissant d'instinct l'orthographe déformée comme toujours, et son visage s'éclaira. « Matvei, ma sœur Anna Arkadievna arrive demain, » dit-il, arrêtant pour un instant la main luisante et potelée du barbier qui dessinait une raie rose entre ses longs favoris bouclés. « Dieu soit loué !» dit Matvei, montrant par cette réponse qu'il comprenait comme son maître l'importance de cet événement. Anna Arkadievna, la sœur bien-aimée de Stepan Arkadievitch, pouvait contribuer à la réconciliation des époux. « Seule ou avec son mari ?» demanda Matvei. Stepan Arkadievitch ne put répondre, car le barbier s'était emparé de sa lèvre supérieure. Mais il leva un doigt. Matvei lui fit un signe de tête dans la glace. « Seul. Faut-il préparer sa chambre en haut ? Annonce la nouvelle à Daria Alexandrovna, et fais comme elle t'ordonnera. »« À Daria Alexandrovna » répéta Matvei d'un air de doute. « Oui. Tiens, porte-lui le télégramme. Tu me répéteras ce qu'elle te dira. »« Vous voulez essayer ?» comprit Matvei, mais il dit seulement « Bien, monsieur. » Stepan Arkadievitch était déjà lavé, coiffé et se préparait à s'habiller lorsque Matvei, d'un pas lent, dans un léger craquement de bottes, rentra dans la chambre, le télégramme à la main. Le barbier était parti. « Daria Alexandrovna m'a prié de vous dire qu'elle s'en allait. Qu'il fasse comme c'est comme vous, c'est-à-dire comme il lui plaira. » Et les mains dans les poches, la tête penchée de côté, Matvei fixa son regard sur son maître. Ses yeux seuls souriaient. Stepan Arkadievitch garda le silence, puis un bon sourire, un peu piteux, parut sur son beau visage. « Bien, Matvei, » dit-il en hochant la tête. « Ce n'est rien, maître. Ça se tassera, » dit Matvei. « Tu crois ? » ?»« Certainement, maître. »« Tu crois ? » ?»« Qui est là ?» demanda Stepan Arkadievitch, en entendant derrière la porte le frôlement d'une robe de femme. « C'est moi, monsieur, » dit une voix ferme et agréable, et le visage grêlé et sévère de Matrena Filimonovna, la bonne des enfants, se montra à la porte. « Qu'y a-t-il, Matrena » demanda Stepan Arkadievitch en allant vers elle. Quoique Stepan Arkadievitch fût entièrement coupable envers sa femme, et le sentit lui-même, presque toute la maison, y compris la bonne, la meilleure amie de Daria Alexandrovna, était de son côté. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il d'un ton lugubre. « Allez encore une fois lui faire des excuses, maître. Dieu vous protégera. Elle se tourmente, c'est pitié de la voir, et tout est en l'air dans la maison. Il faut avoir pitié des enfants. Allez lui demander pardon. Rien à faire. Qui casse les verres. Mais elle ne me recevra pas. Vous auriez du moins fait ce que vous aurez pu. Dieu est miséricordieux. Priez, maître, priez. »« C'est bon, ça va, » dit Stepan Arkadievitch, qui subitement devint cramoisi. « Aide-moi à m'habiller, » fit-il en se tournant vers Matvei, et il ôta sa robe de chambre d'un air énergique. Matvei, soufflant sur d'invisibles grains de poussière, présentait déjà à son maître une chemise empesée. Il en revêtit le corps soigné de Stepan Arkadievitch avec un plaisir évident. Chapitre 3. Une fois habillé, Stepan Arkadievitch s'aspergea de parfum, mit en place ses manchettes, glissa dans ses poches, d'un geste machinal, ses cigarettes, son portefeuille, des allumettes, sa montre à double chaîne ornée de breloques, secoua son mouchoir et, se sentant propre, parfumé, dispos et physiquement heureux, malgré son infortune, il se rendit d'un pas un peu tremblant dans la salle à manger, où l'attendait déjà son café, son courrier et ses papiers d'affaires. Il parcourut les lettres,
L'une d'elles était fort désagréable. C'était celle d'un marchand qui se proposait pour acheter un bois de la propriété de sa femme. Il fallait absolument vendre ce bois, mais il ne pouvait en être question avant la réconciliation. Le plus déplaisant était de voir se mêler une affaire d'argent à cette histoire de raccommodement. Il fut choqué par la pensée qu'il pouvait être influencé par cette circonstance. Chercher à faire la paix avec sa femme en vue de la vente de ce bois. Après avoir lu son courrier, Stepan Arkadievitch attira les papiers du bureau, feuilleta rapidement 2 dossiers, fit quelques marques avec un gros crayon et, écartant la liasse, se fit verser son café, tout en déjeunant. Il déplia son journal du matin, encore humide, et commença à le lire. Stepan Arkadievitch lisait un journal libéral, sans être trop avancé de la tendance que suivait la majorité. Et, bien que ni la science, ni l'art, ni la politique ne l'intéressassent particulièrement, il tenait fermement aux opinions de la majorité et de son journal sur tous ces sujets, et n'en changeait que lorsque la majorité en changeait aussi, ou plutôt il n'en changeait pas. C'était elle qui changeait imperceptiblement. Stepan Arkadievitch ne choisissait ni ses tendances ni ses opinions, elles lui venaient d'elles-mêmes. Il ne les choisissait pas plus que les formes de ses chapeaux et de ses redingotes. Il adoptait ce qui se portait. Mais avoir des opinions dans une société où une certaine activité intellectuelle devient nécessaire avec l'âge, lui était aussi indispensable que de porter des chapeaux. S'il préférait la tendance libérale à la tendance conservatrice qu'observait aussi un grand nombre de personnes de ce monde, ce n'était pas parce qu'il jugeait la tendance libérale plus raisonnable, mais parce qu'elle se conformait mieux à son genre de vie. Le parti libéral disait qu'en Russie tout allait mal. Effectivement, Stepan Arkadievitch avait beaucoup de dettes et peu d'argent. Le parti libéral disait que le mariage était une institution périmée et qu'il fallait la réformer. De fait, la vie conjugale offrait peu d'agréments à Stepan Arkadievitch, l'obligeait à mentir, à dissimuler, et cela répugnait à sa nature. Le parti libéral disait, ou plutôt laissait entendre que la religion n'était qu'un frein pour la partie inculte de la population. Or, Stepan Arkadievitch ne pouvait supporter sans élancement dans les jambes l'office le plus court, et il n'arrivait pas à comprendre à quoi rimaient tous ces discours terrifiants et empathiques sur l'autre monde, quand on pouvait si bien s'amuser dans celui-ci. De plus, Stepan Arkadievitch, qui aimait les bonnes plaisanteries, trouvait fort agréable, à l'occasion, de scandaliser les gens paisibles en leur disant que, si l'on s'enorgueillissait de sa race, il ne convenait pas de s'arrêter à Rurik et de renier notre premier ancêtre, le singe. Ainsi, la tendance libérale était devenue une habitude de Stepan Arkadievitch, et il aimait son journal, comme le cigare après le dîner, pour le léger brouillard qu'il produisait dans son cerveau. Il lut l'éditorial où l'on expliquait qu'à notre époque, il était parfaitement inutile de pousser des clameurs parce que le radicalisme menaçait d'engloutir tous les éléments conservateurs et de prétendre que le gouvernement allait être obligé de prendre des mesures pour étouffer l'hydre révolutionnaire. Au contraire, à notre avis, le danger vient non d'une prétendue hydre révolutionnaire, mais de l'entêtement de l'élément traditionnel qui freine le progrès, etc. Il parcourut aussi le second article traitant de questions financières, où l'on citait Bentham et Mill, et où l'on envoyait quelques pointes au ministère. Et avec la vivacité d'esprit qui lui était propre, il comprit le sens de chacune des allusions, d'où elles partaient, à qui elles s'adressaient, et à quelles occasions elles étaient lancées. Et ceci lui procura, comme toujours, un certain plaisir. Mais aujourd'hui, son plaisir était gâté par le souvenir des conseils de Matrena Filimonovna, du gâchis qui régnait dans sa maison. Il apprit aussi que le comte de Beust était parti pour Wiesbaden, qu'il n'y avait plus de chevaux blancs, qu'une calèche légère était à vendre et qu'une jeune personne offrait ses services. Et ces nouvelles ne lui apportèrent pas la satisfaction tranquille et ironique qu'il y trouvait auparavant. Lorsqu'il eut terminé son journal et but une seconde tasse de café avec un petit pain blanc beurré, il se leva, secoua les miettes tombées sur son gilet et, bombant sa large poitrine, sourit de plaisir. Donc il se sentit l'âme particulièrement allègre, mais ce sourire était provoqué par une bonne digestion.
Ce sourire radieux lui remit aussitôt tout en mémoire, et il devint pensif. De voix d'enfant, Stepan Arkadievitch reconnut les voix de Gritcha, son plus jeune fils, et de Tania, sa fille aînée, se firent entendre derrière la porte. Ils avaient laissé tomber quelque chose. « Je t'avais dit qu'il ne fallait pas mettre les voyageurs sur le toit !» criait la petite fille en anglais. « Ramasse-cela maintenant !» Tout va de travers, songea Stepan Arkadievitch. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Et, s'approchant de la porte, il les appela. Ils abandonnèrent la boîte, qui représentait le chemin de fer, et vinrent rejoindre leur père. La petite fille, la préférée de Stepan Arkadievitch, entra hardiment, entoura son père de ses bras, et se pendit en riant à son cou, comme elle faisait toujours, respirant avec délice le parfum familier qui montait de ses favoris. Après avoir embrassé le visage de son père, congestionné par l'attitude penchée et rayonnant de tendresse, l'enfant détacha ses bras et voulut se sauver. Mais son père la retint. « Que fait maman ?» lui demanda-t-il, en caressant le cou délicat de sa fille. « Bonjour », dit-il en souriant au petit garçon. Il sentait qu'il aimait moins son fils, et s'efforçait toujours de n'en rien laisser voir. Mais le petit en était conscient, et il ne répondit pas au sourire forcé de son père. « Maman, elle est levée, » répondit la petite fille. Stepan Arkadievitch poussa un soupir. « Donc, elle n'a pas dormi de toute la nuit, songeait-il. Est-ce qu'elle était de bonne humeur ? La fillette savait que ses parents s'étaient disputés, que sa mère ne pouvait pas être de bonne humeur, que son père devait le savoir, et qu'il jouait la comédie en posant cette question d'un ton si léger. Elle rougit pour son père. Il comprit tout de suite et rougit à son tour. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Elle nous a dit de ne pas travailler, mais d'aller avec Miss Hull chez grand-mère. »« Eh bien, vas-y, ma petite Tania. »« Ah, attends, dit-il, en la retenant encore et en caressant sa douce petite main. Il prit sur la cheminée une boîte de bonbons qu'il avait posée là la veille, et lui en donna 2, après avoir choisi ceux qu'elle préférait, un bonbon au chocolat et un autre à la pâte de fruits. « C'est pour Gritcha ?» dit la petite en montrant le bonbon au chocolat. « Oui, oui. » Et après une dernière caresse à son épaule menue, il l'embrassa dans le cou et à la racine des cheveux et la renvoya. « La voiture est avancée, » annonça Matvei. « Il y a une solliciteuse, » ajouta-t-il. « Y a-t-il longtemps qu'elle est là ?» demanda Stepan Arkadievitch. « Une petite demi-heure. »« Combien de fois ne t'ai-je pas dit de me prévenir immédiatement ?»« Il fallait bien vous laisser le temps de prendre votre café, » dit Matvei, d'un ton bourru et amical, qui ôtait toute envie de se fâcher. « Allons, fais-la vite entrer, » dit Oblonsky, en fronçant les sourcils. La solliciteuse, femme du capitaine d'état-major Kalinine, lui adressa une requête impossible, insensée. Mais Stepan Arkadievitch, selon son habitude, la fit s'asseoir, l'écouta jusqu'au bout, attentivement, sans l'interrompre, lui indiqua en détail la conduite à suivre, lui dit à qui s'adresser, et lui écrivit même un billet de sa belle écriture déliée et nette, pour la personne susceptible de lui venir en aide. Après avoir congédié la femme du capitaine, Stepan Arkadievitch prit son chapeau et s'arrêta, en se demandant s'il n'oubliait pas quelque chose. Il n'avait oublié que ce qu'il souhaitait oublier. Sa femme. Ah, oui. Il baissa la tête et son beau visage prit une expression chagrine. Y vais-je ou n'y vais-je pas ? Se dit-il. Une voix intérieure lui disait qu'il était inutile d'y aller, qu'il n'en pouvait rien résulter que de faux, qu'il lui était impossible de reprendre ses anciennes relations avec sa femme, parce qu'on ne pouvait ni lui rendre son attrait de jadis, ni faire de lui un vieillard impuissant. Il n'en résulterait que fausseté et mensonge. Or, la fausseté et le mensonge répugnaient à sa nature. Pourtant, il faudrait bien un jour en venir là. Cela ne peut rester ainsi, se dit-il, s'efforçant de se donner de l'audace. Il se redressa, prit une cigarette, l'alluma, en tira 2 bouffées, la jeta dans une coquille de nacre qui faisait office de cendrier, traversa le salon d'un pas rapide,
et ouvrit la porte de la chambre de sa femme. Chapitre 4. Daria Alexandrovna, en peignoir. Ses cheveux jadis beaux et épais, mais déjà clairsemés, ramenés en tresse derrière la nuque, se tenait debout devant une commode ouverte, dont elle triait le contenu. Les objets étaient épars autour d'elle. Ses joues étaient creuses, et la maigreur de son visage faisait ressortir davantage ses grands yeux apeurés. Lorsqu'elle entendit son mari, elle s'arrêta et regarda la porte, s'efforçant vainement de donner à son visage une expression sévère et méprisante. Elle sentait qu'elle avait peur de lui, qu'elle redoutait cette entrevue. Elle tentait de faire ce qu'elle avait déjà tenté une dizaine de fois pendant ces 3 jours, réunir les affaires des enfants et les siennes pour les envoyer chez sa mère. Cette fois, encore, elle ne pouvait s'y résoudre. Mais, comme précédemment, elle se disait que cela ne pouvait rester ainsi, qu'elle devait entreprendre quelque chose, le punir, lui faire honte, se venger, fût-ce faiblement, de la souffrance qu'il lui avait causée. Elle se répétait qu'elle allait le quitter, mais elle sentait que c'était impossible. C'était impossible parce qu'elle ne pouvait se déshabituer de le considérer comme son mari et de l'aimer. De plus, elle comprenait que si, ici, dans sa propre maison, elle avait déjà du mal à tenir ses 5 enfants, ce serait encore pire là où elle voulait se rendre avec eux. Pendant ces 3 jours, le plus petit était tombé malade parce qu'on lui avait donné du bouillon aigri, et les 3 autres avaient presque dû la veille se passer de dîner. Elle sentait qu'il lui était impossible de partir, mais, se tupant elle-même, elle n'en continuait pas moins de trier ses affaires et à faire semblant de partir. En apercevant son mari, elle plongea les bras dans un tiroir de la commode, comme si elle y cherchait quelque chose et ne se retourna pour lui accorder un coup d'œil que lorsqu'il fut tout près d'elle. Et son visage, auquel elle voulut donner un air sévère et résolu, n'exprimait que le désarroi et la souffrance. « Dolly, dit-il, d'une voix douce et timide. Il rentrait la tête dans les épaules et cherchait à se donner une mine humble et piteuse, mais il resplendissait de fraîcheur et de santé. Elle jugea d'un regard bref cet homme rayonnant de fraîcheur et de santé. Oui, il est heureux et content, songea-t-elle, tandis que moi, même cette bonté que tous aiment et louent en lui me paraît odieuse. Je hais cette bonté. Ses lèvres se crispèrent et son visage pâle et nerveux se contracta. « Que désirez-vous » demanda-t-elle, rapidement d'une voix rauque, qui ne lui était pas habituelle. « Dolly » répéta-t-il avec un tremblement dans la voix. « Anna arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que cela me fait ? Je ne peux pas la recevoir, s'écria-t-elle. Il le faut, cependant, Dolly. Sortez, 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 cria-t-elle sans le regarder, comme si ce cri était provoqué par une souffrance physique. Stepan Arkadyevitch avait pu rester calme en pensant à sa femme. Il avait pu espérer que tous ceux tasseraient, selon l'expression de Matvei, lire son journal et boire son café tranquillement. Mais lorsqu'il vit ce visage ravagé et douloureux, lorsqu'il entendit cette voix résignée et désespérée, le souffle lui manqua. Sa gorge se serra, et des larmes brillèrent dans ses yeux. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ? Dolly, au nom du ciel !» Il ne put poursuivre. Un sanglot s'arrêta dans sa gorge. Elle referma violemment le chiffonnier et le regarda. « Dolly, que puis-je faire ? Que puis-je dire ? Une seule chose, pardonne-moi. Souviens-toi, 9 années de ma vie ne peuvent pas racheter 1 minute. 1 minute !» Elle baissa les yeux et attendit ce qu'il allait dire. Elle semblait le supplier de la détromper d'une façon ou de l'autre. « 1 minute d'entraînement, acheva-t-il. Et il voulut poursuivre, mais
À ce mot, les lèvres de Dolly se crispèrent comme sous l'effet d'une douleur physique, et les muscles de sa joue droite se contractèrent à nouveau. « Sortez, sortez d'ici !» s'écria-t-elle d'une voix perçante. « Et ne me parlez plus de vos entraînements et de vos infamies. » Elle voulut quitter la pièce, mais elle chancela et se retint au dos d'une chaise. Le visage de Blonsky se congestionna, ses lèvres se gonflèrent, ses yeux se remplirent de larmes. « Dolly, fit-il, en sanglotant cette fois, pour l'amour de Dieu, songe aux enfants. Ils sont innocents, eux. C'est moi le coupable. Punis-moi. Dis-moi comment je puis me racheter. Je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir. Je suis coupable. Je ne trouve pas de mots pour te dire combien je suis coupable. Mais pardonne-moi, Dolly. » Elle s'assit. Il écoutait sa respiration lourde et bruyante, et elle lui inspirait une pitié indicible. Elle voulut parler plusieurs fois, mais sans y parvenir. Il attendait. « Tu te souviens des enfants pour jouer avec eux, mais moi, je m'inquiète d'eux, et je sais qu'ils sont perdus maintenant, » dit-elle. C'était visiblement là une des phrases qu'elle s'était répétées au cours des 3 jours. Elle lui avait dit « tu ». Il lui jeta un regard reconnaissant et fit un geste pour lui prendre la main, mais elle s'écarta de lui avec dégoût. « Je pense à nos enfants, et je ferai tout au monde pour les sauver. Et je ne sais pas, moi-même, ce qui vaut le mieux, ou les éloigner de leur père, ou rester avec un débauché. Oui, un débauché. Voyons, dites-moi si, après ce qui s'est passé, nous pouvons vivre ensemble. Est-ce possible ? Dites-moi, est-ce possible ? Répéta-t-elle en élevant la voix. Quand mon mari, le père de mes enfants, a une liaison avec la gouvernante. Mais que faire ? Que faire ? Dit-il d'une voix éplorée, sans savoir lui-même ce qu'il disait, et en baissant la tête de plus en plus. Vous êtes pour moi un objet d'horreur, de répulsion, s'écria-t-elle en s'échauffant. Vos larmes sont de l'eau. Vous ne m'avez jamais aimé, vous n'avez ni cœur ni noblesse. Vous me répugnez, vous n'êtes pour moi qu'un étranger, oui, un étranger. C'est avec une souffrance amère qu'elle avait prononcé ce mot terrible pour elle. Étranger. Il la regarda, et l'animosité qu'il vit sur son visage l'effraya et l'étonna. Il ne comprenait pas ce que la pitié qu'il lui témoignait l'exaspérait. Elle voyait qu'il avait pour elle de la compassion, non de l'amour. Oui, elle me hait. Elle ne me pardonnera pas, songea-t-il. C'est terrible, terrible, dit-il. À ce moment, dans la chambre voisine, un enfant qui sans doute était tombé se mit à pleurer. Daria Alexandrovna prêta l'oreille et son visage s'adoucit subitement. Il revint à elle un instant, sembla hésiter, se demander où elle était, puis elle se leva vivement et se dirigea vers la porte. « Pourtant, elle aime mon enfant, » se dit-il en remarquant la transformation de son visage au cri du petit. « Mon enfant. Comment peut-elle me haïr, alors ?»« Dolly, un mot encore, » dit-il en la suivant. « Si vous me suivez, j'appelle les domestiques, les enfants, qu'ils sachent tous que vous êtes un goujat. Je m'en vais maintenant, et vous, vous resterez ici avec votre maîtresse. » Elle sortit en claquant la porte. Stepan Arcadievitch poussa un soupir, s'épongea le visage et gagna la porte sans bruit. Matvei dit que tout se tassera, mais comment ? Je n'en vois même pas la possibilité. Ah, quel malheur ! Comme elle s'est exprimée avec trivialité, se dit-il en se rappelant ses vociférations et les mots goujat et maîtresse. Les femmes de chambre pouvaient nous entendre, c'est affreusement trivial. Stepan Arcadievitch resta quelques secondes seul, s'essuya les yeux, soupira et, se redressant, sortit de la pièce. C'était un vendredi, dans la salle à manger. L'horloger allemand remontait la pendule. Stepan Arcadievitch se souvint de la plaisanterie qu'il avait faite au sujet de cet homme ponctuel, disant que l'Allemand avait été remonté à vie pour remonter les pendules. Et il sourit. Stepan Arcadievitch aimait les bons mots. Peut-être que cela se tassera, en effet. L'expression est bonne, je la replacerai. Matvei,
appela-t-il. Prépare tout avec Maria au petit salon pour Anna Arkadievna, dit-il au valet de chambre qui venait d'apparaître. Bien, monsieur. Stepan Arkadyevitch endossa sa pelisse et sortit sur le perron. Vous ne dînerez pas à la maison lui demanda Matvei en l'accompagnant. Cela dépend. Tiens, voici pour les dépenses, dit-il en tirant 10 roubles de son portefeuille. Est-ce suffisant? Suffisant ou non, il faudra bien s'en contenter, dit Matvei, et en refermant la portière de la voiture et en remontant le perron. Pendant ce temps, Daria Alexandrovna, après avoir calmé l'enfant, avait compris, au roulement de la calèche, que son mari était parti et avait regagné sa chambre. C'était son seul refuge. Les soucis domestiques l'assaillaient dès qu'elle en sortait. Même maintenant, pendant le court instant qu'elle avait passé dans la chambre d'enfant, l'Anglaise et Matrena Filimonovna lui avaient posé plusieurs questions qui ne souffraient pas de retard et auxquelles elle pouvait seule répondre. Que fallait-il mettre aux enfants pour la promenade? Pouvait-on leur donner du lait? Allait-on chercher un autre cuisinier? Ah, laissez-moi, leur avait-elle dit, et, revenue dans sa chambre à coucher, elle s'était assise à la place qu'elle occupait pendant sa conversation avec son mari, pressant l'une contre l'autre, ses mains aux doigts amaigris, dont les bagues glissaient. Elle repassa dans sa mémoire tout leur entretien. Il est parti. Mais comment a-t-il rompu avec elle? Songea-t-elle. Est-il possible qu'il la voie encore? Pourquoi ne lui ai-je pas demandé? Non, non. Nous ne pouvons reprendre la vie commune. Même si nous restions sous le même toit, nous serions des étrangers l'un pour l'autre. À jamais. Des étrangers. Elle se répétait avec une insistance particulière ce mot si cruel. Pourtant je l'aimais, mon Dieu, comme je l'aimais. Comme je l'aimais. Et maintenant, est-ce que je ne l'aime plus? Est-ce que je ne l'aime même pas plus qu'avant? Le plus terrible, c'est que... commença-t-elle, mais elle n'alla pas jusqu'au bout de sa pensée, car Matrena Filimonovna passait sa tête à la porte. « Faites donc chercher mon frère, dit-elle. Au moins il vous préparera le dîner. Sinon, cela va être comme hier, et les enfants vont rester sans manger jusqu'à 6 heures. C'est bon, je viens tout de suite donner les ordres. Est-on allé chercher du lait frais? Et Daria Alexandrovna se plongea dans les soucis du jour, et y noya pour un instant son chagrin.